À Noël, ma nièce Chloé a regardé mon fils Léo droit dans les yeux et lui a dit « Mamie m'a dit que tu n'étais pas son vrai petit-fils. » Ma sœur Camille a ricané et personne ne l'a reprise. Je n'ai rien dit, j'ai juste remballé nos cadeaux et j'ai eu un rire nerveux. Ce soir-là, ma mère Edith m'a demandé si la prime familiale de fin d'année avait été versée, et j'ai répondu « Oh, elle l'a été, mais juste pas pour vous. » On pourrait penser qu'après 5 Noëls passés avec un fils adopté, les gens arrêteraient d'agir comme s'il était une sorte d'invité de passage dans ma vie, mais non, après 5 ans, on avait toujours droit au regard en coin, au sourire poli mais faux, et à cette façon qu'avaient les gens de parler autour de lui comme s'ils ne comprenaient rien. Mon fils a 5 ans, il est brillant et il remarque tout, et j'avais passé des années à essayer de combler le fossé entre lui et ces gens que j'appelais autrefois ma famille. Nous étions arrivés chez mes parents à Annecy la veille de Noël, j'avais apporté des cadeaux pour tout le monde, soigneusement choisis et magnifiquement emballés, et Léo avait fait de petits dessins pour les coller sur chaque paquet car il était tellement excité. J'aurais dû m'en douter. Ma mère nous a accueillis, m'a fait une de ses bises rapides et distantes sur la joue, puis s'est accroupie à la hauteur de Léo pour lui demander « Tu te souviens de moi ?» Il a poliment hoché la tête en lui tendant le dessin qu'il avait fait pour elle, et elle a souri comme quelqu'un qui essaie d'accepter un cadeau de la part d'un inconnu dans le métro. Mon père, Bernard, n'a pas dit grand-chose, juste un grognement et une poignée de main à mon mari Marc, avec un regard distrait vers le petit. Le matin de Noël, tout semblait bien se passer au début, Léo jouait avec sa nouvelle voiture de course sur le tapis et j'aidais en cuisine, puis j'ai entendu ce silence, ce genre de silence qui vous noue l'estomac parce que vous savez que quelque chose vient de mal tourner. Je suis entrée dans le salon et elle était là, ma nièce Chloé de 8 ans, portant un serre-tête à paillettes et cet air suffisant qu'elle tient de sa mère, fixant mon fils pour lui dire que sa grand-mère ne le considérait pas comme son vrai petit-fils. Léo n'a pas répondu, il est resté là à fixer le parquet. Je me suis figée, puis est venu le pire, ma sœur Camille, assise sur le canapé avec un verre de vin à la main, a ricané. Elle a regardé autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un se joigne à elle, mais personne n'a corrigé sa fille, personne n'a dit que ce n'était pas correct, pas même ma mère qui a juste siroté son thé comme si elle n'avait rien entendu. Marc s'est levé et je savais qu'il allait dire quelque chose, mais j'ai secoué la tête car je ne voulais pas que mon fils se souvienne de ce moment comme d'une énorme dispute familiale, je voulais qu'il l'oublie complètement. Alors, j'ai commencé à remballer nos affaires en silence. Camille a demandé si nous partions déjà sérieusement, je n'ai pas répondu, et nous avons chargé la voiture sans un mot. Léo s'est endormi avant même que nous ayons quitté le quartier. Ce soir-là, après l'avoir mis au lit, Marc et moi nous sommes assis sur le canapé sans parler pendant presque 1 heure, non pas parce que nous n'avions rien à dire, mais parce qu'il y avait trop de déceptions à digérer. Puis mon téléphone a vibré, c'était ma mère, aucune excuse, aucune explication, juste un message demandant si j'avais envoyé le bonus familial cette année. Chaque année, depuis que notre entreprise de conseil avait décollé, nous envoyions une somme généreuse à mes parents et à mes frères et sœurs. Une année nous avions même payé leur voyage sur la Côte d'Azur, on ne le faisait pas pour frimer mais parce qu'on pensait que c'était ce que faisaient les familles, s'entraider. J'ai fixé ce message puis j'ai tapé ma réponse, « Oh, il a été versé, mais pas à vous. » J'ai posé mon téléphone face contre terre et je n'ai pas attendu de réponse. Le fait est que j'avais l'habitude de marcher sur des œufs, quand nous avons adopté Léo je savais que tout le monde ne comprendrait pas, j'ai essayé d'être patiente, de les mettre à l'aise, je l'amenais souvent en espérant qu'un lien se crée, mais j'ai fini par voir clair, il ne voulait pas créer de lien, il voulait le tolérer sans vraiment l'accepter, et je n'allais pas élever mon fils dans une maison où il devait gagner un amour qui aurait dû lui être acquis. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 5 appels manqués, 3 de ma mère, 1 de mon père et 1 de ma sœur, aucun message vocal, juste une série d'appels silencieux comme s'ils cochaient une case pour dire qu'ils s'étaient inquiétés. Je n'ai pas répondu, j'ai éteint mon téléphone et je suis descendue. Léo était déjà levé, assis à la table de la cuisine avec sa petite cape de super-héros, coloriant un dessin de notre famille où il s'était dessiné entre Marc et moi, sans personne d'autre. J'ai fait des crêpes avec lui pendant que Marc mettait de la musique, ce matin-là était calme, chaleureux et totalement à nous. En buvant mon café et en regardant mon fils manger son petit déjeuner comme si le poids de la veille ne l'avait pas touché, j'ai décidé que je ne laisserai plus cette maison gâcher 1 minute de sa vie. Juste après midi, le premier message est arrivé, c'était Camille,
les enfants disent des bêtises, ne le prends pas si sérieusement. C'était tout, aucune excuse, juste une phrase plate et arrogante qui ressemblait à un haussement d'épaule déguisé en diplomatie. Puis un autre est arrivé quelques heures plus tard, une photo de mes parents, du mari de Camille et de leurs enfants assis autour de la table de ma mère avec la légende « Vous nous avez manqué, j'espère que tout va bien ». Cette table où mon fils était censé être assis, où son nom avait été écrit sur un marque-place que j'avais apporté, cette table où j'avais prévu de prendre des photos en pensant que cette année serait enfin la bonne. Au lieu de ça, ils ont continué leur repas, mangé leur dinde au marron et souri pour la caméra comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu car je n'allais pas m'expliquer face à quelqu'un qui refusait de comprendre. Plus tard, ma mère a réessayé par SMS, « Je sais que tu es fâché, est-ce qu'on peut au moins discuter ?» C'est tout ce qu'elle voulait faire quand les choses devenaient inconfortables, jamais agir, jamais prendre position, juste parler pour lisser les choses et prétendre que rien ne s'était passé. Mais nous avions déjà parlé tant de fois de ses regards, de ses remarques déplacées, du fait que Léo n'avait pas besoin d'être traité comme la famille puisqu'il était la famille. Elle hochait la tête, disait qu'elle comprenait, puis un mois plus tard, elle sortait quelque chose comme « J'ai juste l'impression qu'il me manque cette connexion spéciale avec lui » ou « Il est gentil mais tu sais, ce n'est pas pareil ». Et chaque fois, j'avalais la pilule, je lui cherchais des excuses, je me disais que c'était générationnel ou culturel, je lui ai donné du temps, mais le temps n'a rien arrangé, il leur a juste donné plus d'espace pour s'installer dans leur certitude. La vérité est qu'aucun d'eux ne le considérait comme le mien, pas comme les enfants de ma sœur qui avaient le même nom de famille et le même nez, ils pensaient que j'avais fait quelque chose de gentil, de généreux, comme si j'avais adopté un chien errant. J'ai dit à Marc ce soir-là que c'était fini, que je ne passerais pas une autre année à essayer de convaincre des gens d'aimer un enfant qui le méritait d'office. Il n'a pas posé de questions, il a juste haché la tête, il attendait ce moment depuis longtemps mais il ne m'avait jamais poussé. Nous avons réservé un voyage ce soir-là vers un endroit chaud et lointain, juste nous trois, sans le dire à personne. Et pendant que je faisais nos valises le lendemain matin, en pliant des petits t-shirts et en rangeant la crème solaire, j'ai réalisé quelque chose d'étrange, je ne me sentais ni en colère, ni triste, ni coupable, je me sentais soulagée. Nous sommes partis le lendemain de Noël, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser pour quoi que ce soit. Le vol a été paisible, Léo a collé son front contre le hublot en murmurant « Waouh » devant les nuages, et Marc et moi nous tenions la main comme avant. Nous avions 5 nuits réservées dans un complexe calme en Guadeloupe, pas de grands projets, juste du repos. Dès le 2e jour, j'ai recommencé à dormir d'une traite, Léo courait dans le sable, couvert de crème solaire, en ricanant comme s'il n'avait jamais eu une mauvaise journée, ce genre de rire qui vous fait croire que vous avez finalement fait quelque chose de bien. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis des mois, peut-être plus. Je commençais enfin à croire que le pire était derrière nous, puis le 3e soir, mon téléphone a émis un signal, détection de mouvement dans le salon. J'avais presque oublié les caméras de surveillance que nous avions installées des mois plus tôt après une tentative de vol de colis. J'ai ouvert l'application en pensant que c'était un reflet ou le passage du gardien de chat, mais ce n'était pas rien, c'étaient mes parents dans ma maison. J'ai cligné des yeux, pensant à un ancien enregistrement, mais le direct indiquait 19h42. Ils étaient là, dans notre salon, comme s'ils en étaient les propriétaires. Ma mère avait encore son manteau et de la neige sur ses bottes, elle buvait quelque chose dans l'un de nos mugs en inspectant les lieux. Mon père était dans le couloir, ouvrant le placard à linge puis les tiroirs comme s'il cherchait quelque chose. Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu le téléphone à Marc qui a marmonné « C'est quoi ce bordel ?» Ils ne nous avaient rien dit, ils avaient une clé datant de l'époque où ils gardaient Léo il y a des années, avant qu'on ne réalise la situation. J'avais prévu de la récupérer mais j'avais repoussé, et maintenant je regrettais chaque seconde d'hésitation. Nous avons continué à regarder. Ma mère a erré dans la salle de jeu de Léo, elle a ramassé un de ses jouets, un robot en plastique qu'il adorait, l'a tenu comme s'il sentait mauvais, puis l'a tordu violemment jusqu'à briser l'articulation avant de le jeter au sol d'un air ennuyé. Mon fils avait économisé tous ses tickets de kermesse pour ce jouet. Mon père a ouvert le meuble des jeux et a renversé une boîte de puzzles sur le tapis, les laissant là comme s'ils mettaient le désordre pour s'amuser, et ils ont ri, ils ont vraiment ri. Puis ils sont montés à l'étage. J'ai senti ma poitrine s'oppresser,
Marc s'apprêtait à appeler la police mais j'ai saisi sa main. Ils sont entrés dans notre chambre, ma mère a fouillé ma boîte à bijoux, rien de grande valeur, surtout des objets sentimentaux, elle a pris un bracelet que mon fils m'avait fait pour la fête des mères avec des perles en plastique et l'a mis dans sa poche. Mon père est allé droit au tiroir du bureau, celui où nous gardions des enveloppes pour les dépenses courantes, il en a pris une, a compté les billets, l'a pliée et l'a glissée dans son manteau sans aucune hésitation, comme s'il prenait ce qu'il pensait lui être dû. Marc était furieux, il répétait qu'on les avait sur caméra, mais je ne pouvais pas bouger, mes mains tremblaient d'une horreur profonde en réalisant que les gens qui m'avaient élevé ne se cachaient même plus. Ils pensaient que nous étions loin et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. J'ai pensé à les appeler pour hurler, mais à quoi bon? Ils auraient menti, ils auraient dit qu'ils vérifiaient si tout allait bien. Alors j'ai dit à Marc, pas de police, pas encore, sauvegarde juste les images. Ils sont restés presque 40 minutes, ont pris une bouteille de vin dans la cuisine et sont partis en laissant la porte d'entrée non verrouillée, sans même ramasser les pièces du puzzle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Nous avons attendu d'être rentrés, juste après minuit, la neige tenait encore aux arbres. Léo dormait sur l'épaule de Marc, serrant sa tortue en peluche nommée Pistache. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, une odeur de vieux parfum et de tabac froid mélangée à l'air poussiéreux. Marc a monté notre fils et je suis restée en bas à allumer toutes les lumières. La bouteille de vin que nous gardions pour le nouvel an avait disparu, les mugs étaient sales dans l'évier. Dans la salle de jeu, le robot de Léo était toujours brisé, les jambes tordues exprès. Un tas de pièces de puzzle étaient éparpillées, à moitié piétinées sous le canapé. Plus je restais là, plus je réalisais qu'il ne s'était pas contenté d'entrer, il s'était installé. Marc est redescendu, il a sorti sa boîte à outils et en quelques minutes, il changeait les verrous. Nous n'avons rien dit, nous avons reprogrammé tout le système de sécurité et supprimé les anciens codes. Le lendemain matin, j'ai vérifié le tiroir du bureau, il manquait près de 800 € en liquide. Dans ma boîte à bijoux, ma bague de fiançailles était là, mais le bracelet en plastique de mon fils avait disparu, et c'est ce qui m'a brisé le plus. Ce n'était précieux que pour moi, et il l'avait pris. J'ai envoyé un mail à mon avocate le soir même avec les vidéos horodatées, en lui demandant de ne contacter personne pour l'instant, je voulais juste que ce soit documenté officiellement. J'ai regardé à nouveau les images seule, voyant ma mère juger la disposition des pièces et mon père voler l'argent sans un remords. Il ne se dépêchait pas, il ne semblait pas nerveux, il pensait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le lendemain, ma mère a envoyé un message, « J'ai entendu que vous étiez rentré, est-ce que tout était en ordre à la maison ?» Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, Camille a appelé, j'ai laissé sonner puis j'ai écouté le message, « Écoute, maman dit qu'elle a essayé de te joindre, elle est triste, elle dit que tu l'ignores alors qu'elle surveillait juste ta maison, c'est quoi ton problème ? » Mon problème ? Mon problème c'est qu'ils sont entrés dans l'espace de mon fils pour casser ses affaires, qu'ils ont volé les miennes en riant, agissant comme si notre foyer leur appartenait. Le jour suivant, ma mère a rappelé et j'ai décroché. Elle a tout de suite déballé son argumentaire, ils étaient passés pour vérifier les tuyaux à cause du gel, ils avaient pris le vin car ils pensaient que c'était pour tout le monde, et le jouet de Léo devait déjà être cassé. Puis elle a demandé pourquoi on avait changé les serrures. J'ai dit, parce que je ne vous ai pas donné la permission d'être chez moi. Elle a gardé le silence puis a raccroché. On n'a plus eu de nouvelles pendant 4 jours. Le 5e jour, Camille a envoyé un texte, alors tu coupes les ponts avec tout le monde maintenant ? Aucune excuse, juste la confirmation qu'il n'assumerait rien. J'ai récupéré les autos à l'école cet après-midi-là et nous sommes allés à l'aquarium. Il m'a tenu la main en riant devant les loutres. Le silence a duré jusqu'en janvier. J'ai presque cru qu'il ressentait de la culpabilité, mais ce qui se passait était un changement délibéré. Personne n'a plus mentionné la maison, le jouet ou l'argent, ils ont juste arrêté de faire semblant. Camille a posté une photo de ses enfants avec mes parents avec la légende, la famille, les seuls qui comptent. Je n'ai rien dit, j'ai juste arrêté de regarder. Puis mon père a envoyé un mail, pas pour prendre des nouvelles, mais avec pour objet, opportunité d'investissement.
Sans aucune chaleur, il demandait si nous allions acheter notre deuxième propriété et si nous pouvions envisager d'en verser une partie pour les aider, eux et ma mère, à passer une période difficile. C'était purement transactionnel. Après avoir cambriolé ma maison et brisé les affaires de mon fils, il demandait de l'argent. J'ai rédigé 5 réponses furieuses avant de toutes les effacer pour n'envoyer qu'une phrase : non, nous ne ferons pas ça. 10 minutes plus tard, il a répondu : pas même une discussion ? C'est là que j'ai su que c'était fini, car ce qu'il voulait n'était pas l'argent, mais le contrôle. Après ça, le ton a changé, ma mère postait des photos de ses autres petits-enfants au parc en écrivant : la famille est une bénédiction, certains l'oublient. Mais je ne jouais plus à leur jeu, je vivais. En février, nous sommes partis un week-end dans un chalet perdu dans les bois, sans téléphone, juste nous 3. Léo a scotché un dessin sur le frigo du chalet, un dessin de nous 3 se tenant la main devant une maison, sans grands-parents, sans cousins. Ce soir-là, en buvant un chocolat chaud, Marc m'a demandé s'il me manquait. Je lui ai dit la vérité, il ne me manque pas, c'est la version 2 que je croyais réelle qui me manque. Mais cette illusion est partie, et j'ai mieux à la place, un fils qui se sait en sécurité et un foyer où personne n'entre sans être invité. Le printemps est arrivé et l'air semblait plus léger chez nous. Léo dessinait à la craie sur la terrasse, il ne posait plus de questions sur pourquoi certaines personnes lui souriaient bizarrement. Le silence de ma famille ne me surprenait plus jusqu'à ce que ma cousine Léa m'envoie une capture d'écran d'un groupe familial dont j'avais été exclue. Ma mère organisait le brunch de Pâques, il y avait la liste de qui apportait quoi, quelle couleur de panier pour chaque petit enfant, et le nom de mon fils n'y figurait pas. Il n'était pas oublié, il était exclu. Et c'est là que j'ai compris que je ne représentais plus rien pour eux, ni une fille blessée, ni une déception, j'étais juste effacée. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste bloqué tous les numéros. Pas par vengeance, mais parce que je ne voulais pas que mon fils grandisse en attendant un signe qui ne viendrait jamais. Les semaines suivantes ont été les plus paisibles de ma vie. Nous avons commencé à voyager davantage, dans des villes où personne ne nous connaissait et où Léo n'était qu'un enfant, par l'adopter. Il a arrêté de demander s'il devait envoyer ses dessins à sa grand-mère car il connaissait enfin la réponse. Nous avons racheté une petite maison à la montagne cet été-là, et un soir, sur la terrasse, Marc m'a demandé si je pensais qu'on les reverrait. J'ai répondu que non, pas parce que je les détestais, mais parce que je n'avais plus besoin d'eux. J'ai longtemps cru que la famille était quelque chose qu'on gardait coûte que coûte, mais je crois maintenant qu'il faut protéger ceux qui vous protègent. Je veux que mon fils sache chaque jour qu'il est assez, qu'il est à sa place et qu'il n'a pas à attendre que quelqu'un l'aime correctement. Il a déjà cet amour. Ils ont fait leur choix et j'ai fait le mien, j'ai arrêté d'être une fille dans leur maison pour être enfin une mère dans la mienne. Cela fait plus d'1 an maintenant, sans aucun contact. Léo vient d'avoir 6 ans, nous avons fait une fête dans le jardin avec un gâteau dinosaure et trop de ballons, il a invité ses copains d'école et son prof de natation, il a ri à en avoir le hockey et n'a jamais demandé si quelqu'un d'autre venait. Ils ne font plus partie de son histoire, ni de la mienne. L'autre soir, il a rapporté un dessin d'école, un arbre généalogique qu'il avait rempli avec mon nom, celui de Marc, le sien, notre chien Toby et même son prof de natation sur une branche. Il n'y avait pas de grands-parents, pas de cousins, pas de trou à combler. Il a dit qu'il n'avait ajouté personne d'autre parce que ça, c'est assez. Et il a raison. Je me demandais si j'aurais des regrets, mais ce que j'ai laissé partir ne m'a jamais vraiment appartenu. Ce que j'ai maintenant est honnête, sûr et totalement à nous, nous ne manquons de rien, nous sommes au complet.